Jean-Noël Dumont, professeur de philosophie, aurait préféré qu'on pose une question un peu différemment, et moins journalistique, pour cette séquence, disant faut-il libérer l'éducation nationale plutôt que faut-il privatiser? Oui, cette petite controverse entre nous, au fond, résume assez bien le problème de l'éducation nationale. Mais je voudrais vous donner quelques chiffres. D'abord, 15 millions d'élèves et d'étudiants, dont 20% dans le privé, 1 million de salariés et 70 milliards de budget, ce qui en fait une des plus grandes entreprises mondiales. Alors depuis 150 ans et Jules Ferry, on va dire qu'il y a deux tribus qui s'affrontent. D'un côté, les partisans de l'enseignement public, qui considèrent que le privé est réservé à une élite, et que les bons résultats du privé sont dus à une hypersélection. Ce qui aggrave pour eux les inégalités. De l'autre côté, vous avez les partisans de l'enseignement qui reprochent au public d'être un mammouth ingérable, d'imposer un modèle unique qui n'est pas vraiment pertinent, notamment au regard des problèmes que pose l'autorité et le niveau. On ne présente plus Jean-Noël Dumont. Jeune agrégé, il a rejoint les Maristes, où il a enseigné toute sa vie. Vous avez dit 40... Je crois que c'est 43, oui. 43 ans. Et il a aussi participé activement à la réussite de cet établissement qui compte aujourd'hui près de 5000 élèves. Bien sûr, il ne sera pas objectif, comme on dit chez les journalistes, mais je pense qu'il sera honnête et un peu provoque comme d'habitude, mais provocation à réfléchir sur un sujet sensible. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Noël, c'est vous avez été à l'école publique ou privée? J'ai été élève chez les Maristes. Les gens qui ont des visions sur l'enseignement libre devraient d'abord penser que, par exemple, j'étais chez les Maristes parce que j'étais un enfant du quartier. Voilà, donc j'ai été élève chez les Maristes et j'y ai enseigné très tôt, parce que j'ai commencé d'enseigner à 20 ans, et recruté par un chef d'établissement génial qui a donné aux Maristes toute son impulsion, qui était le père Perrault. Pour l'anecdote, je dirais quand même que non seulement j'étais élève chez les Maristes, mais le père Perrault m'a recruté sur le trottoir, ce qui est actuellement impensable. Il me croise sur le quai Pierre-VI, il me dit « Vous êtes Jean-Noël Dumont ?» Je dis « Je ne pouvais pas le nier. » Et il me dit « J'aimerais bien que vous veniez enseigner l'année prochaine. » Point. Et à l'époque, il n'y avait pas des formalités incroyables. Petite question, vous étiez plutôt originaire d'une famille, on va dire privilégiée, bourgeoise, du centre-ville ou non? Non, ma famille, c'était des gens de classe ouvrière plus. Mon grand-père était illettré. Ça n'empêche pas donc son petit-fils de devenir agrégé. C'était des gens cultivés, ouverts, mais d'un milieu ouvrier, quoi. Et donc ils m'ont mis ici parce qu'ils avaient confiance dans les curés. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller plutôt vers le privé et pourquoi pas choisir l'enseignement public? Je me suis posé la question assez brièvement, en fait. D'abord, je n'ai pas eu le temps de me la poser, donc, puisque j'ai été recruté très vite, sans avoir le temps de longtemps réfléchir. Et par ailleurs, dans l'enseignement libre, j'étais toujours sensible précisément à la liberté. Oui, j'ai dit en introduction que vous aviez participé activement au projet pédagogique des Maristes. Qu'est-ce qui a fait le succès de cet établissement à Lyon? Alors quand j'y étais élève, l'établissement prestigieux, c'était les Jésuites. Oui. Donc le lycée qui est maintenant le lycée Saint-Marc. Et donc les Maristes, c'était un établissement modeste, au fond de quartier. Ce qui a donné une vigoureuse impulsion, alors il y a beaucoup d'éléments. C'est d'abord le père Perrault, qui était un homme de vision, d'initiative, et qui était un vrai directeur, c'est-à-dire qu'il laissait faire. Et donc quand on y allait, il disait « Tiens, j'ai telle idée », allez-y.
Et puis chaque fois que quelqu'un avait une initiative, il disait, bien, allez-y, le vrai directeur, c'est celui qui laisse faire. Et qui donne une orientation. Donc j'arrive en 68, donc rentrée 68. Tous les postes étaient remplis par des père-maristes. Tous. Depuis l'infirmerie, le secrétariat, ce qu'on appelait les préfets, les responsables de division, l'enseignement assez largement. Et puis, pour des raisons diverses et variées, cet ordre a éclaté de toutes parts et est arrivée une génération de jeunes Turcs dont j'étais. Et donc, nous avions entre 20 et 25 ans qui lui ont donné une impulsion incroyable. Et puis, donc, la troisième chose qui fait le développement des maristes, ça a été, là encore c'est lié au génie du père Perrault, que ce développement a été voulu en créant des ressources ailleurs, premièrement à la Verpillière, qui à l'époque était une ville nouvelle. Donc, installation dans une ville nouvelle, là où il n'y avait pas d'enseignement encore. Et dernièrement, à Meyzieu, c'est-à-dire quand on dit que les maristes cherchent à recruter dans des élites sociales, bon, Meyzieu, c'est pas très bien choisi, puisque l'établissement est entre le stade et la prison. Cette croissance a toujours été une croissance fertile. Vous insistez beaucoup sur le fait que les établissements privés ne recrutent pas dans des milieux privilégiés, mais les chiffres montrent à peu près l'inverse, qui disent que le taux de défavorisés dans l'enseignement privé est extrêmement faible. Alors, est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que les résultats du privé, qui sont quand même excellents, en moyenne, ne sont pas dus justement à une sélection, d'abord une sélection sociale? Non, ça c'est un phénomène récent. Dans son histoire, l'enseignement catholique était à la campagne. Hein. Et c'est lui qui a créé l'enseignement technique, c'est lui qui a créé l'enseignement agricole, il a été les premiers établissements à accueillir des élèves handicapés, etc. La source d'initiative est généralement venue de l'enseignement catholique. Et si actuellement on a un effet de loupe sur des avantages de classe, c'est d'une part une réputation dévalorisée de l'enseignement public. Je ne sais pas si elle est méritée, mais en tout cas c'est les bruits qui courent. Et puis le fait que, objectivement, les résultats de ces établissements sont bons, parce que la pédagogie est cohérente, pertinente, voilà, et que, comme on a pris la manie qui est absolument scandaleuse, des classements des établissements selon leurs résultats, qu'est-ce que c'est minable? Pourquoi? Et parce qu'on n'évalue pas un établissement sur ses résultats. Quand on est professeur, bien sûr, on souhaite que les élèves réussissent leurs examens, mais on n'a pas le regard braqué sur les statistiques de résultats. C'est d'une absurdité honteuse qu'un établissement se vante d'avoir 100% de résultats, c'est ridicule. Ça veut dire qu'effectivement, là, c'est une machine à sélectionner qui est en route, dans lesquelles une espèce de logique de concurrence s'installe. Ça ne sert à rien que je m'en lamente, mais je m'en lamente. Il semblerait qu'il y a beaucoup de fils de profs, fils ou de filles de profs qui sont dans le privé. C'est les délits d'initiés. Actuellement, une génération de normal sup, c'est 100% de fils de profs, dont mon fils. Et si on avait écouté Bourdieu, il n'y aurait pas ça. Voilà, donc je crois que c'est un effet sociologique, mais qui ne met pas du tout, qui ne relève pas, sauf quelques établissements, de la volonté des établissements. Moi, je n'ai jamais, comme professeur, été jugé sur mes résultats. Bon, je sais, il y a des établissements qui commencent à la rentrée par annoncer les chiffres du bac. Je n'ai jamais entendu ça chez les maristes. Jamais. Alors avant de parler de Bourdieu, on va faire un petit, mais très rapide historique, parce que je sais que vous considérez qu'il y a des dates clés, depuis Jules Ferry. Oh, avant? Alors avant, c'était quand même très squatté par l'Église catholique. Non, pas du tout. Absolument pas.
Alors, vous voulez qu'on refasse l'historique? 1806, création de l'université par Napoléon. Cette université est impériale, monolithique, verticale, avec des points fondamentaux, dont le point fondamental qui demeure, qui est le monopole d'État de la collation des grades. Ça veut dire que les seuls grades qui seront reconnus sont les grades qui sont délivrés par l'université. C'est le verrou. Et cette université donc crée le système à 3 âges, primaire, secondaire, supérieur, et crée donc les universités, les lycées. Le baccalauréat va arriver quelques années plus tard. Ça, c'est la date importante. Donc, on ne part pas du tout d'une domination de l'Église, on part d'une domination de l'État. C'est le monopole de l'État jusqu'en 1850. Donc 1806-1850, l'enseignement est le monopole de l'État. Et c'est en 1850 la loi qui arrive à la reconnaissance donc, de l'enseignement catholique. Et non pas la reconnaissance de l'enseignement catholique, mais la reconnaissance de la liberté d'enseignement. Falloux, la loi Falloux. La loi Falloux 1850, soutenue donc par Falloux, Montalembert, Dupanloup et Thiers, car Thiers, qui se lamentait que les écoles normales soient devenues des nids de socialistes, voulait donner, alors qu'il était rigoureusement anticlérical, voulait donner le monopole de l'enseignement à l'Église. C'était politique, pour se débarrasser des nids de socialistes qui étaient devenus les écoles normales. Et les catholiques qui étaient Falloux et Montalembert ont dit non, mais nous ne voulons pas le monopole de l'Église catholique, nous voulons la liberté d'enseignement. Votre monopole de l'Église catholique, on n'en veut pas. Donc 1850 se crée une liberté d'enseignement relative, car est maintenu le monopole de la collation des grades. Mais on est très loin d'une situation que vous disiez où c'était d'abord l'Église. Non, non, pas du tout. D'accord. D'autres dates importantes? Alors l'autre date importante, c'est 1880, c'est la création de l'école obligatoire. Si elle est obligatoire, elle est gratuite et laïque. Donc c'est le trépied. Obligation, gratuité, laïcité. Cette laïcité peut être comprise de deux manières. Elle peut être comprise comme la neutralité de l'État en matière religieuse, ce qui est la définition de la Constitution actuelle de 1958, l'incompétence de l'État en matière religieuse. La laïcité, à l'époque, portait une autre signification, qui était une signification anticléricale, puisque c'est l'âge des incendies anticléricaux. Et dans l'esprit de Luc Ferry, c'est la formule de Luc Ferry, nous allons créer l'école sans Dieu. Et nous allons construire l'humanité sans Dieu. Ma mère, parce que j'ai la chance d'être un fils de vieux, donc ma mémoire remonte à 1900. Et mes parents avaient 46 ans quand je suis né, donc ils étaient dans l'école laïque du début du XXe siècle, et ils chantaient honneur et gloire, je le chante. Honneur et gloire à l'école laïque, où nous avons appris à penser librement, à aimer, à chérir la grande République que nos pères jadis ont fait en combattant. Alors mes parents me disent qu'ils insistaient un peu sur la première syllabe de combattant. Et tout ça a été porté avec beaucoup de force, de grandeur, par l'école laïque républicaine, parce que elle n'était pas seulement l'école républicaine, elle était l'école nationaliste. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et donc au tableau, il y avait la carte de la France mutilée de l'Alsace-Lorraine. J'insiste là-dessus, ce n'était pas l'école républicaine, c'était l'école nationaliste. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que, en fait, la crise de l'école, il y en a eu plein. Mais ce qu'on présente actuellement comme crise de l'école, c'est une crise de la communauté nationale.
C'est-à-dire que pour que l'éducation soit une occasion d'élever, puisque élever un enfant, c'est le mot, il faut qu'il y ait une communauté. Et cette communauté, pendant longtemps, c'était la nation. Avec son côté cocardier, c'était Edmond Rostand, c'était tout ce que vous voulez. Mais les gens étaient portés par cette image de la nation. L'histoire de France que j'ai apprise est complètement fausse. Elle est faite des Gaulois, de Jeanne d'Arc, de Montcalm, de tout ce que vous voulez. C'était une légende nationale. En tout cas, ce n'était pas un travail scientifique. Parce qu'un travail scientifique, il fait apparaître la dimension critique. Alors qu'au contraire, cette légende, cette histoire, avait pour rôle de faire naître un sentiment patriotique. Ernest Lavis, le grand auteur des livres d'histoire de la Troisième République, préface son livre qui a fait enseigner l'histoire de France à tout le monde sous la Troisième République en disant « Si l'enfant n'aime pas sa terre et son fusil, l'instituteur peut considérer qu'il a échoué. » Donc c'était un enseignement complètement idéologique, mais qui en a fait le succès, la grandeur, et qui nous donne une leçon, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans communauté. Ici actuellement on est très embêtés, c'est que on ne sait plus bien où est notre communauté. Sommes-nous Français, Européens, Berrichons Vous avez aussi l'habitude de parler d'une autre loi, c'est la loi de Bray. Alors la loi de Bray est une loi tout à fait admirable, en 1959 donc. Donc là on passe de 1880 à 1959. Rien d'important entre les deux. Bon, il y a eu justement tous les combats anticléricaux, hein, Oui. qui ont quand même marqué l'histoire. Mais c'est pas très gênant les combats anticléricaux. Comme le disait Péguy, je vais voir le curé, je vais voir l'instituteur. L'instituteur me dit du mal du curé, le curé me dit du mal de l'instituteur. Mais au fond, ils me disent la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, ils me portent les mêmes valeurs. Et qu'il y avait, sous l'apparence du conflit, un accord qui était au fond l'accord national. 1959, loi de Bray, pourquoi ? Parce que c'est le baby-boom et que l'enseignement public ne peut plus faire face. Il faut donc faire appel à des forces supplétives. Et donc la loi de Bray finance en partie l'enseignement libre avec deux critères. Quand on lit le texte de Bray en 1959, ça rend nostalgique. Quelle qualité! Et Debré explique en particulier, donc il explique qu'il faut faire face à la natalité et que d'autre part, l'enseignement catholique a bien mérité de la patrie pour les services rendus pendant la guerre. Parce que l'enseignement catholique pendant la guerre a accueilli un bon nombre de juifs. Et Debré, qui est de famille juive, dit, voilà, pour services rendus pendant la guerre. Et la loi Debré dégage deux critères pour les subventions. C'est notion de caractère propre. Notion de caractère propre, ça veut dire qu'il est reconnu que les établissements qui ont une inspiration chrétienne peuvent transmettre cette inspiration selon leur caractère propre. À la rigueur, le caractère propre peut être un caractère pédagogique. Ça peut être, moi je vais appliquer les méthodes Montessori ou moi je vais appliquer je ne sais pas quoi. Et puis le deuxième critère, c'est besoin scolaire reconnu, ce qui signifie que pendant longtemps, c'était le cas chez les maristes et c'est aussi ce qui a contribué à l'expansion des maristes, pendant longtemps, quand les effectifs étaient trop importants dans une classe, on pouvait la dédoubler. Ceci n'existe plus, en particulier grâce à Chevènement, qui invente les célèbres crédits limitatifs. Et donc fixe à 20% les subventions allouées à l'enseignement libre. Donc chaque fois que l'État donne 100 € à un établissement public, il donne 20 € à un établissement. Puis alors il y a une deuxième mesure qui a été très importante, c'est la loi Sancy, qui dit que, ça a été décisif, que l'employeur n'est plus le chef d'établissement, mais le rectorat. Alors paradoxalement, vous êtes assez pessimiste sur l'avenir de l'enseignement privé. Bon, je suis pessimiste, ni pessimiste ni optimiste, mais en tout cas, cette vision
concurrentielle et commerciale de l'enseignement libre en dénature complètement la destination et le sens. Alors effectivement, ça fait quelques établissements où les gens se retrouvent entre eux. Henri IV, Louis le Grand ont un public assez homogène. Vous avez des difficultés à critiquer l'enseignement public. Pourtant, on entend très souvent des critiques dures, notamment en matière de niveau et puis surtout d'autorité. Est-ce que vous participez à cette critique? Alors d'abord, la critique, ça ne m'a jamais beaucoup intéressé, mais la crise de l'autorité, ce n'est pas la crise de l'école libre, de l'école publique, c'est la crise de la nation. Puisque, je le disais, pour qu'une autorité soit recevable, il faut qu'il y ait une communauté, où il y a un certain consensus. Et c'est à partir du moment où cette communauté est remplacée par une société anonyme appelée République et non plus Nation, que aucune autorité, mais quelle que soit sa nature, celle des médecins pas plus, hein, celle des curés n'en parlons pas, celle des chauffeurs de bus. Moi, enfant, je me rappelle très bien une scène où j'étais en train de mettre apparemment une leçon assez sévère à un de mes anciens amis. Et j'ai été pris par le col par un adulte qui m'a dit « Petit, on ne se comporte pas comme ça ». Et qui m'a mis une baffe. Je trouvais que c'était bien. C'était dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il était de la communauté qui avait le droit de me dire quelque chose. La crise de l'autorité, c'est une crise de la communauté. Il n'y a pas d'éducation sans communauté. Vous avez parlé de Bourdieu tout à l'heure, pour dire qu'on n'avait pas compris Bourdieu. C'est aussi une façon d'aborder la pédagogie qui a été mise en œuvre dans l'enseignement depuis plusieurs décennies. Ah oui. Alors, le livre clé de Bourdieu s'appelle « Les héritiers ». C'est un livre, comme tous les livres de Bourdieu, remarquablement intelligent et pertinent. Et dans Les héritiers, ce que montre Bourdieu, c'est que l'école joue, ce qui est clair pour tout le monde, un rôle de sélection sociale, qu'elle a toujours joué. Qu'est-ce que Bourdieu explique? Il explique que l'école choisit les héritiers en ne notant pas sur ce qu'elle enseigne, mais en notant celui qui répond autre chose que la réponse qu'on attendait. Mais elle lui vient d'où la réponse originale? Elle lui vient de sa famille, elle lui vient de ses lectures. Et donc, si vous flattez le texte libre, la réponse originale, l'improvisation, en fait, vous faites passer, mais alors en premier, les héritages familiaux. Vous demandez à un fils d'immigré et à un fils de bonne famille bourgeoise de faire un texte libre, ben ça y est, c'est foutu. Celui qui vient d'une famille bourgeoise, il a la conversation chez lui, il a des bouquins. Celui qui n'a pas d'autres connaissances que celles de l'école. Moi, je suis d'une famille où effectivement, je n'avais pas d'autres. Mais ce que j'ai appris, je l'ai appris à l'école. Moi, des bouquins, je n'en avais pas chez moi. Donc, plus une discipline, d'ailleurs, ça se voit bien pour les maths, les élèves issus de l'immigration sont bons en maths. Parce que plus une discipline est objective, moins elle laisse passer les hérédités. Et plus elle est subjective, l'exemple type, c'est le latin. Najat Vallaud-Belkacem a dit une sottise quand elle a dit que le latin était une matière de sélection sociale. C'est absolument faux. Il n'y a pas de famille où on parle latin. Ce que Bourdieu explique à longueur de livre, c'est que les classes dominantes font passer une culture clandestine qu'ils présentent comme la culture distinguée, et tout en ouvrant publiquement une culture commune, mais sur laquelle, au fond, on n'est pas jugé dans un salon. Quelle est la solution? Alors, la solution, elle est claire pour moi. Qu'il n'y ait aucun travail à la maison. Ce qui surcharge les familles, fait jouer leur rôle de transmission à plein. L'école n'a qu'à faire son boulot et que l'élève rentre chez lui les mains dans les poches. Donc ça veut dire des études le soir. Des études le soir.
mais surtout qu'il n'y ait aucun travail à la maison. Parce qu'il faut arrêter la porosité du milieu familial et du milieu scolaire. Alors que ces deux métiers différents et qui ont leur place chacun, c'est vraiment une des mesures toutes simples de justice sociale. Mais vraiment toutes simples. Il y en a une deuxième, c'est d'arrêter cette publication des notes, puisque maintenant les parents sont prévenus de la note avant même l'élève. C'est un scandale. L'élève ne peut même pas préparer son petit texte. Et puis ça accroît la porosité à la famille. Il est bon, il est souhaitable que les familles restent à leur place et que les professeurs soient à leur place. Donc pour résumer et caricaturer un peu, vous considérez que l'enseignement actuel est un enseignement qui favorise l'inégalité. Totalement. Et d'ailleurs, ça me permet, sur ce mot autonomie, de rebondir, puisque c'est quand même une de vos grandes revendications. C'est l'autonomie. Mais n'y a-t-il pas des dangers à l'autonomie? Je vous prends un exemple assez facile. Est-ce qu'il faut pousser l'autonomie jusqu'à qu'il y ait des programmes qui soient différents d'un établissement à l'autre? C'est-à-dire que dans une école, on apprenne que 1 plus 1 égale 2, et dans une autre que 1 plus 1 égale 3. Je souhaite bonne chance à celle qui apprend que 1 plus 1 égale 3 quand même. C'est-à-dire que, moi je suis partisan de l'autonomie des établissements pour des raisons que j'ai déjà évoquées mais que je peux reprendre. Parce que cette autonomie d'établissement est une chance pour constituer des équipes enseignantes cohérentes. Puisque j'ai insisté sur le fait que ce qui est éducatif, c'est une communauté. Or, un chef d'établissement de l'enseignement public ne recrute pas ses collaborateurs. Mais est-ce que vous connaissez des entreprises qui ne recrutent pas leurs collaborateurs et qui s'emmerdent avec des collaborateurs qu'ils n'ont pas choisis? Le chef d'établissement lui demande simplement de fournir la photocopieuse. S'il a du génie, il va quand même faire quelque chose de son établissement. Mais sinon, il reste terré dans son bureau, puis basta. Et donc, qu'il y ait un acte de recrutement. Et ce qui veut dire que, par cet acte de recrutement, un chef d'établissement peut imprimer à son établissement un style, une couleur sans laquelle il n'y a pas d'éducation. Alors après, sur ce que vous dites sur les programmes, on peut envisager qu'il y ait des examens nationaux. Et que régulièrement, on vérifie par des examens nationaux que tous ont bien appris que 2 plus 2 égale 4. Mais qu'il l'ait appris avec la méthode X ou la méthode Y, mais de quoi se mêle l'éducation nationale quand elle veut donner aux professeurs des méthodes? C'est absurde. Il ne faut pas un minimum quand même? Mais non, qu'elle donne des résultats. 2 plus 2 égale 4. Maintenant, comment tu l'apprends? Ben débrouille-toi. Mais parce qu'une méthode, c'est une manière d'être, c'est un chemin. Méthode, ça veut dire chemin. Et je crois que toutes les méthodes sont bonnes si elles sont portées par ceux qui les comprennent et qui les veulent. Toutes les méthodes sont bonnes si celui qui l'enseigne sait ce qu'il fait. Mais si on lui demande d'enseigner avec une méthode qui n'est pas la sienne, qu'il n'a pas voulu, qu'il ne comprend pas, il sera dans un costume mal taillé. Et oui, les méthodes peuvent être différentes. On peut vérifier que les résultats sont les mêmes et que tout le monde arrive au résultat 2 plus 2 égale 4. Donc une certaine unicité dans les programmes, mais une grande diversité, une grande liberté dans les méthodes. Oui. Est-ce que l'autonomie des établissements que vous préconisez n'est pas contraire à une véritable laïcité dans l'enseignement, c'est-à-dire une certaine neutralité vis-à-vis des religions, sachant que si on applique cette autonomie, n'importe quelle religion pourra monter un établissement en inculquant des principes, j'allais dire contraires à la République. Oui. Moi, je suis partisan de laisser
les cultures et les communautés se déployer de manière cohérente. Parce que vous ne pouvez pas éduquer... Vous prenez l'exemple des musulmans. J'ai eu des élèves musulmans, je n'ai pas eu énormément, mais j'en ai quand même eu tous les ans. Ils sont très reconnaissants à l'égard de l'enseignement catholique. Pourquoi? Parce qu'ils entendent parler de religion. Et on ne peut pas former des esprits en leur disant tout ce que croient tes parents, tu vas le laisser tomber. Si vous les faites choisir entre leurs parents et les profs, ils choisiront les parents. Donc c'est des choix absurdes et qui sont porteurs de violence. Y compris si les parents pensent des conneries, enfin je ne parle pas simplement des musulmans, mais... Ah mais si les parents pensent des conneries, qu'ils fassent passer le bac à leurs enfants en disant que la Terre est plate. S'ils veulent dire que la Terre est plate, ils n'ont qu'à faire passer le bac à leurs enfants et la Terre est-elle plate ou ronde, je coche, elle est plate. Non mais ça c'est un point important, c'est-à-dire que on ne pourra pas faire des citoyens français en leur demandant de rejeter leurs racines. C'est pas possible. On fera des déracinés. D'ailleurs, c'est le cas, car la plupart des terroristes ne sont même pas des musulmans, c'est des déracinés. Un bon nombre de voyous qui trouvent enfin dans l'islam une grammaire, qui leur donne un peu de fierté et un peu de sens. Ils s'y jettent comme des imbéciles, mais voilà. Donc, si vous demandez à un enfant de renier ses solidarités, vous en faites un paumé. Est-ce qu'un enfant n'a pas aussi la possibilité de prendre une certaine distance par rapport à ses parents? Est-ce que c'est pas l'éducation? Moi, je vous entendais souvent dire que l'éducation, c'est conduire en dehors. Est-ce que c'est pas aussi s'affranchir de ses origines? À condition que celui qui sort ait une sécurité derrière lui. C'est pour ça que, effectivement, ce mouvement de sortie est le sens de l'éducation, mais il est progressif. Et la place de la famille est progressive, mais il y a besoin d'une fierté d'appartenance, d'une sécurité pour qu'un adulte se construise. Même si la manière dont il rejettera, c'est ce que dit Sartre, la manière dont il va rejeter sa famille appartiendra encore à sa famille. Et donc, si la République était capable de porter une fierté, on comprendrait qu'elle offre cette fierté comme monnaie d'échange à une autre. C'est ce que l'éducation nationale permettrait, devrait permettre, si précisément si elle ne créait pas le choix. C'est elle qui crée le choix. Écoutez, deux ministres de l'Éducation nationale, un de droite, un de gauche, ont dit exactement la même chose. Luc Ferry, Peillon, ont dit la même chose. L'école ne veut connaître que des individus. C'est pas faux. Mais en même temps, cet individu, vous ne pouvez pas le déraciner. Et donc, vous ne pouvez pas lui demander de mettre au porte-manteau, quand il rentre en classe, tout ce à quoi il croit. Et il faut qu'il puisse voir reconnue la validité de ce à quoi il croit. C'est le fameux mot que tout le monde cite de Jules Ferry, qu'il a effectivement prononcé dans une lettre, que l'instituteur ne dise rien qu'un père de famille puisse désapprouver. Mais Luc Ferry comptait sur le fait qu'il y avait un consensus national. C'est plus compliqué quand la nation est faite en patchwork. Aucun danger pour la laïcité ou pour une vraie laïcité, puisque vous pensez qu'il y a une fausse et une vraie laïcité, aucun danger, et notamment avec le développement j'allais dire, on a vu cette histoire d'un lycée musulman qui va être fermé parce que c'était quasiment de la propagande islamiste. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça, surtout quand l'enseignement de l'islam est contraire aux grands principes de la République?
je ne suis pas du tout intégriste. je ne suis pas du tout opposé au fait qu'il y ait, par exemple, des lycées musulmans. À partir du moment où sont vérifiées les conditions d'accès au savoir et de rigueur, d'exactitude des connaissances, c'est là que l'éducation et l'instruction jouent chacune leur partition. On ne peut pas imaginer une instruction qui flotte en l'air, qui soit complètement déconnectée d'une éducation. Dans le contexte d'une liberté d'enseignement, il ne me semble pas scandaleux qu'il y ait des écoles musulmanes, s'il y a ça me semble même plutôt sain, SAIN, s'il y a une vérification de l'accès au savoir et des conditions d'hygiène et que sais-je. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette diversité qu'on arrive à une société morcelée et antagoniste? Donc le risque est réel, oui et non. Parce que, donc je reviens là-dessus, je suis prêt à le réexpliquer, c'est les communautés qui sont éducatives. On n'éduque pas dans un hall de gare. Donc on n'éduque pas dans une administration. Donc l'école républicaine laïque a été éducative tant qu'elle était au fond communautariste à sa manière, c'est-à-dire nationaliste. Il n'est pas du tout impossible, il est même parfaitement possible, que l'appartenance à une communauté rende possible l'ouverture à une communauté plus haute, mais pas à un espace neutralisé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire des communautés fermées sur elles-mêmes et qui risquent encore d'aggraver les dissensions au sein de la société? Oui, donc je redis, ces communautés seront d'autant plus fermées sur elles-mêmes qu'elles ne pourront pas s'ouvrir à une communauté plus haute. Au cours de la guerre de 14, on a appelé divine surprise le fait que les catholiques soient partis à la guerre, la fleur au fusil et tout content. On s'attendait à ce que les catholiques disent « Bon, vous avez fait suer depuis 30 ans, cette France avec laquelle à défendre. » Pas du tout, ils y sont allés. Donc il peut y avoir des fiertés homogènes, il peut y avoir des fiertés qui rentrent en harmonie pour se hisser dans une fierté plus haute. Oui, il faut que les communautés qui sont toutes tentées de se fermer sur elles-mêmes soient ouvertes à autre chose. Mais elles ne seront pas ouvertes par un espace public. Elles seront ouvertes par une communauté plus haute, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, que ce soit etc. Et elles ne pourront être ouvertes dans une communauté plus haute que dans la mesure où elles se verront reconnues dans leur légitimité. Vous critiquez, au fond, implicitement, assez durement l'enseignement catholique, en le jugeant trop centralisé. L'enseignement catholique, ça n'existe pas. Il existe les jésuites, il existe les maristes, il existe les dominicains. Chaque école est pertinente dans la mesure où elle est originale, elle a son style. Il y a un style jésuite, il y a un style dominicain, il y a un style mariste, il y a un style, etc. Depuis 1972, l'Église est devenue cléricale, c'est-à-dire qu'elle a créé une administration centralisatrice, elle a créé son propre concours de recrutement, ses propres écoles normales, et elle reconduit la logique de l'État au sein des structures catholiques. C'est pourquoi les établissements se décolorent, et alors n'ont peut-être plus comme justification que les résultats au bac. Normalement, la loi Debré ne connaît que le chef d'établissement. C'est si vrai que quand un chef d'établissement s'en va, il ferme l'école. Et le suivant la réouvre. Et donc le contrat est pris avec l'établissement. Depuis les années 70, se sont glissées les directions diocésaines qui disent c'est à nous qu'il faut donner l'argent et c'est nous qui allons le répartir. Donc l'évêché se comporte comme l'État, avec les mêmes résultats, le même succès et la même intelligence. C'est-à-dire qu'on reproduit une logique administrative centralisatrice. La motivation de ce changement, ça a été
que les évêques, dans les années 70, se sont inquiétés, à juste titre, de voir se décolorer l'inspiration religieuse des établissements. Au lieu de donner une chance supplémentaire à l'autonomie d'établissement, on a raisonné en termes cléricaux-politiques, c'est-à-dire qu'on a pris le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement des profs? J'ajouterais aussi à cette question qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à recruter des profs nuls. Donc, alors il y a deux aspects de la question. Premièrement, il y a la crise des vocations. Moi, je m'en désole. J'ai vu de très bons étudiants dire « Oh non, monsieur, je ne serai pas professeur ». Je dis « Mais si ce n'est pas vous, ça sera qui ?» Alors, ils ont peur de tout ce qu'on raconte, etc. L'institution n'exerce pas d'attrait. C'est-à-dire que les professeurs sont traités comme des agents d'exécution des réformes. Et ils arrivent au bout de la pyramide des réformes et ping, et ils doivent faire ça. Alors qu'un professeur, c'est un homme de culture. On n'a pas à lui dire la manière dont il doit tenir le crayon. Donc ça, c'est un premier aspect de la crise. Et puis, sur le recrutement. Donc je rappelle, moi j'ai été recruté sur le trottoir. À l'époque, il n'y avait pas de concours de recrutement de l'enseignement catholique, puisque l'enseignement catholique n'existait pas. Donc j'ai passé la même agrégation et le même CAPES que tout le monde. D'ailleurs, l'histoire est drôle, je la raconte puisqu'on est entre nous. Donc j'ai réussi la même année le CAPES et l'agrégation. Et donc pour l'agrégation, j'ai été nommé au lycée du Parc. Pour le CAPES, j'ai été nommé au lycée Ampère. Et j'ai fait ma rentrée chez Marie. Et alors, une des horreurs qu'ont créé les directions diocésaines, c'est le concours de recrutement des professeurs de l'enseignement catholique, appelé CAFEP, si bien que les professeurs de l'enseignement catholique sont mis dans un choral à part, avec impossibilité de sortir du choral. C'est-à-dire que si vous avez votre CAFEP, vous ne pouvez pas aller enseigner dans l'enseignement public. Il faut repasser le CAPES. Et donc, on a enfermé des gens dans ce choral. Et c'est pour ça que j'ai évoqué la loi Censi. Les chefs d'établissement de l'enseignement catholique ont une capacité d'embauche très affaiblie. Il doit choisir sur une liste, on lui donne des ordres de priorité, et il dit il faut prendre Madame une telle parce qu'elle a 2 enfants. Qu'est-ce que vous pensez de l'uniforme? Je n'en pense rigoureusement rien, et très exactement et dans tous les sens. Parce qu'une obligation n'a de sens que si la collectivité peut la porter. Ça ne peut pas être un renforcement de l'autorité ou une grande égalité entre les gens? Non, pas du tout. Une obligation que vous mentionnez dans une école, vous dites par exemple « j'oblige que les 2 chaussures soient de couleurs différentes ». C'est possible, mais à condition d'être capable de la porter, cette obligation. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des débats chez les maristes au moment où les maristes sont devenus mixtes. Moi, mon discours, c'était que la mixité, c'est très bien, mais est-ce qu'on est capable de la porter? Et est-ce qu'il y a des adultes capables de donner sens à cette mixité? Si c'est simplement une mixité de hall de gare, ça ne vaut pas le coup. Et donc, uniforme, pourquoi pas, si il y a une collectivité qui est capable de donner sens. On peut reconnaître quand même une chose, c'est que l'uniforme peut gommer, au moins en apparence, certaines inégalités vestimentaires, qui sont le reflet d'une égalité sociale. Vous les verrez reparaître. Dans une communauté religieuse où toutes les sœurs ont le même costume, chacune a sa petite coquetterie. C'est un signe d'appartenance, mais pourvu qu'on soit capable de donner sens à cette appartenance. C'est pas parce que vous mettrez des gens avec un uniforme que vous en ferez un gendarme. Hein. Est-ce qu'un enseignement décentralisé est possible? Oui, il est possible. Il existe, je ne sais pas quoi, il existe en Suède, il existe dans un grand nombre de pays. Mais ça veut dire qu'il faudrait supprimer le ministère de l'Éducation nationale, quoi. Mais actuellement, dans l'enseignement public, le problème, c'est que le chef d'établissement est traité
comme un agent d'exécution. Et donc tout est lié à sa bonne volonté. Il y en a beaucoup de bonne volonté. Il y en a de très mauvaise volonté. Il y en a qui restent dans leur bureau. Moi, j'ai une fille qui a enseigné, là, maintenant elle vient de le quitter, dans un lycée très dur de la banlieue parisienne, où il y a des armes à l'intérieur de l'établissement quand même. Elle tient sa classe, les élèves l'aiment bien. Quand elle va dans le couloir, c'est le bordel. Et c'est la violence partout. Et le chef d'établissement, eh bien, il est dans son bureau. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'est pas responsable. Donc, toute mesure qui ira vers l'autonomie des établissements, autonomie pédagogique, administrative, financière, etc., sera une mesure de progrès. Parce qu'il n'y a que dans le cadre de cette autonomie que des... Alors, on va prononcer un mot qu'on n'a pas encore prononcé, que des éducateurs pourront agir. L'autocensure des profs, je pense qu'il est assez prenant aujourd'hui dans l'analyse du climat ambiant dans l'éducation nationale. Et on le voit à travers un certain nombre d'incidents qui se sont produits. Alors, l'autocensure des profs, là je vais répéter la même rengaine, l'autocensure des profs, elle est largement liée à leur solitude. Alors, leur sentiment d'insécurité qui vient de leur solitude. Et qu'ils ne sont pas sûrs d'être soutenus par leurs collègues, ils ne sont pas sûrs d'être soutenus par le chef d'établissement, ils ne sont pas sûrs d'être soutenus par la majorité des familles, etc. Et donc là encore, pour qu'il y ait, je vais chanter la même chanson, mais pour qu'il y ait une liberté, il faut qu'il y ait une communauté. Mais je rebondis, parce que la question me plaît et m'amuse, sur la question du salaire. Parce que, fait est que c'est pathétique, les salaires des enseignants. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie avec un salaire pas considérable. Mais il faut savoir que quand Napoléon, car nous sommes dans une école napoléonienne, quand Napoléon a créé l'école napoléonienne, donc, dont nous sommes les héritiers, il avait l'image des religieux, à tel point qu'ils étaient obligatoirement célibataires. Et donc, il y a toujours eu cette idée d'un gars qui a une fonction de service, qui est dévoué, qui n'a pas besoin d'un salaire et qui est au fond une espèce de copie du religieux. Ça marche tant qu'effectivement il a, en dehors du salaire, des gratifications qui viennent de l'amour dont il est entouré, l'admiration, la communauté dont il est entouré. Moi, dans une communauté, je veux bien avoir un salaire réduit. Mais si c'est chacun pour soi, je veux même le même salaire que celui qui correspond à mes études. Et c'est amusant de voir la construction de l'université napoléonienne, c'est en fait redupliquer des ordres religieux. On a parlé tout à l'heure de la difficulté pour les gens défavorisés d'accéder à l'enseignement privé. Je pense que c'est un vrai problème quand même. Peut-être exagéré, mais aujourd'hui, un fils d'ouvrier peut difficilement s'inscrire chez Marie-Solène répondre là-dessus. Et donc, si j'ai bien compris, votre suggestion, c'est qu'il y a un ticket scolaire. Là, contrairement à ce que vous dites, l'accessibilité pour tous est possible. Tous les établissements catholiques utilisent le quotient familial. Et ce quotient familial va de la gratuité à une grande générosité. Donc, la barrière économique n'est pas la barrière qui empêche une famille issue d'un milieu défavorisé de mettre son enfant. La barrière, elle est culturelle, elle est mentale. Alors, venons-en au voucher. L'idée est la suivante. Au lieu de financer les établissements, il faut financer les familles. De telle sorte que celle-ci ait la possibilité de choix. Donc, l'idée, c'est que les prestations sociales, au lieu d'aller aux institutions, devraient aller aux personnes. Et donc, la solution du voucher qui est appliquée dans un certain nombre de pays, c'est appliqué en Suède, c'est le pays où la réticulation scolaire est la meilleure. Et parce qu'ils ont le système du voucher. Et il y a un certain nombre d'États des États-Unis
qui applique le voucher et qui montre, les démonstrations sont faites, que la mixité sociale est augmentée par la capacité qu'ont les gens de choisir. Et donc, ils vont aller choisir en fonction de la spécialisation de l'école, de son orientation spirituelle, philosophique, que sais-je. Mais au lieu de faire de l'assistance, si on donnait aux gens les moyens de choisir... Est-ce que le pass scolaire, est-ce que ça ne va pas encourager une espèce de business? Vous raisonnez comme un État tutélaire, en disant les gens ne sauront pas faire. Je pense que c'est le danger de la liberté. Eh bien, il n'y a pas de danger de la liberté. Quand vous voyez les États-Unis, comment ça fonctionne, c'est préférable. Vous pouvez vous dire qu'il y a quand même un danger de la liberté. La liberté sans règles et sans limites, ça peut conduire à n'importe quoi. La liberté sans communauté, oui, ça peut conduire à n'importe quoi. Mais c'est intéressant, là on a touché un point. C'est-à-dire qu'il y a toujours le moment où on grippe, où on dit mais non, on ne peut pas faire confiance aux gens. Quoi. Eh bien si. Vous voyez sur le post-bac, par exemple, sur les écoles post-bac, c'est incroyable le bordel que c'est, et les arnaques que c'est, les escroqueries que c'est. Il y a une très grande liberté. Vous voyez des gamins qui font des espèces de pseudo-écoles de commerce pour 20 000 ou 30 000 euros par an, c'est n'importe quoi. Ah oui. Moi j'en ai même embauché une fois un, c'est des gens qui ne savent même pas écrire. C'est donc du marketing, des moyens financiers importants, une très grande liberté qui aboutissent parfois, pas toujours, parce qu'il y a des très bonnes écoles, parfois à n'importe quoi. On ne peut pas enseigner la vérité, on peut enseigner des savoirs vérifiables. Il ne faut pas parler de vérité. Vérité, elle se déploie dans les cœurs. L'enseignement n'est pas chargé de la vérité, il est chargé des savoirs vérifiables. Et les savoirs vérifiables ne sont pas le tout de la vérité. Et les deux vont en même temps, parce que l'éducation, l'enseignement suppose une manière de se tenir, une manière d'écouter, une manière de répondre, une manière de parler, qui ne sont véhiculées que dans ce qu'on appelle l'éducation. Donc on ne peut pas séparer les deux. Il est vrai que ce n'est pas la mission de l'État d'être éducateur. Mais en revanche, on ne peut pas imaginer ce que serait un pur et simple enseignement comme transmission de savoir transmissible sans qu'il y ait une capacité à se taire, s'asseoir, dire bonjour à la dame. J'ai envie de vous dire, vous relancez sur l'enseignement libre. Qu'est-ce qui vous semble essentiel dans tout ce que vous avez dit, prioritaire? Ce qui me s'il fallait que je retienne une seule chose, ça serait en regrettant celle que je délaisse, mais c'est celle de l'autonomie de l'établissement. Ça me semble vraiment un point fondamental. On ne peut plus imaginer que des gens peuvent être soumis à des déplacements aveugles en disant qu'il y en a le couple dont l'un enseigne à Besançon et l'autre à Dijon, des choses absurdes qui étaient possibles du temps où il y avait une administration tutélaire. Cette administration tutélaire continue d'exister, mais elle n'est plus porteuse d'aucun sens. Donc plus personne n'y croit.